Cette semaine au podcast, une véritable légende de la musique québécoise, une icône de la musique traditionnelle, j'ai nommé Gervais Lessard. Gervais Lessard qui est membre et fondateur du groupe Le Rêve du Diable. Je vous invite d'ailleurs à aller trouver leur album qui se trouve sur iTunes. Il est aussi sur Spotify. Mais je vais en parler durant le podcast. Ce serait cool, là, surtout durant le COVID, si on veut encourager en plus des artistes québécois et surtout des gens qui, comme ça, ont tellement donné, ont donné leur vie à la musique. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à cette formation-là qu'on a encore aujourd'hui des groupes comme les Charbonniers de l'Enfer, comme des gars comme Alain François. C'est vraiment eux qui nous ont transmis ça, qui ont sorti la musique traditionnelle qui jouait dans les bonnes vieilles cabanes de nos premiers habitants au Québec. Tu sais, la bonne musique qu'on jouait là, en tapant du pied dans le salon, puis que nos mères chantaient dans les cuisines, c'est eux qui ont apporté ça sur la scène et qui ont transmis ça. Donc, je vous invite à aller télécharger au moins une de leurs chansons. C'est pas grand-chose, une toune, minimum une toune. Ce serait vraiment cool, un album. Et vous allez voir, durant le podcast, je me permets de le dire en entrée, que M. Lessard nous conseille son dernier album. Donc, allez télécharger ça, écoutez ça. Surtout là. T'sais, pendant la pandémie, t'es tanné d'entendre la bonne femme, puis elle est tannée de t'entendre. Fait que ça va te changer les idées. Fait que download ça, écoute ça, mets ça dans tes oreilles, tape du pied, prends un coup dans ton salon. Si t'as rien à faire, au lieu de déprimer durant cette pandémie, écoute Le Rêve du Diable. Je me permets aussi de faire une plug et je vous invite à aller regarder l'excellent documentaire que mon ami Faber E. Coyote a fait. Allez sur Facebook, faites juste au pire taper Faber E. Coyote, vous allez trouver. Vous allez voir plein de choses que Faber a fait aussi, donc regardez ça si vous avez le temps. Mais vous allez trouver entre autres le documentaire Le Rêve du Diable. C'est excellent. Moi, c'est ce qui m'a donné le goût de faire le podcast avec Gervais. J'ai découvert vraiment cette formation-là au travers du documentaire. J'avais déjà entendu un peu ce qu'il faisait, mais je les ai vraiment découverts vraiment avec ça. Donc, allez voir ça, c'est excellent, super bien tourné. Bon, Faber, qui on le sait, est un cinéaste né, donc c'est super bien réalisé. Et allez voir ça, c'est sur YouTube. Tiens, je vais mettre le lien ici. Donc, allez checker ça. Et comme je le disais, downloadez au moins un de leurs albums, au moins une toune. Puis, sérieusement, écoutez-la. Écoutez-la. Moi, je vous conseille le reel du sirop d'érable. Pour vrai, c'est bon. Tu sais, puis prends-toi de la bière, sac ça dans ton garage pendant que tu bisounes, écoute ça dans le salon pendant que tu prends une bière avec tes chums. Je te le dis, tu vas être plus heureux. Tu veux-tu être plus heureux ou tu veux te laisser mourir d'ennui avec la deuxième vague puis avec les anti-masques puis le discours de par rapport. Fait que, baveux dans l'intro. Donc là-dessus, je remercie encore une fois le plus mon invité, Gervais, qui a été super généreux en entrevue. Ce qui a donné un excellent podcast. Et on se laisse là-dessus. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier mon commanditaire officiel depuis toujours, depuis la nuit des temps. Je m'en rappelle plus. J'en ai un, puis je l'ai oublié. Ben oui, je l'ai oublié. Ben non, je l'ai pas oublié. Disco Flash Sept-Îles. Les professionnels de l'événementiel. Chez quelqu'un. Awesome! Podcast. J'ai essayé de faire un reel avec mes pieds. Elle est pas. Ça fait que c'est un go. Alors, bienvenue au podcast Chez quelqu'un. Chez quelqu'un. Awesome podcast. Ça fait que c'est un go. Donc, comment ça va, M. Lessard? Comme d'habitude, ça va super bien. Malgré Hey, ce qui arrive, là, moi, j'étais déjà retraité, fait que je fréquentais pas bien le monde à l'extérieur, alors ça continue le même. C'est un petit problème, là, c'est qu'on n'a pas eu de spectacle de musique depuis le 13 mars. Ah oui, on a eu, c'est vraiment une exception. On a fait il y avait ça, apéro trad là, à Québec. On a fait ça le mois dernier. Ça a été la seule petite apparition là, avec un nombre limité de spectateurs. C'était dans le Vieux-Québec.
C'était pas virtuel, là, c'était vraiment devant le public. Exactement, un vrai spectacle à quatre, là, avec un système de son. Puis, s'est bien passé. On s'est installé avec des masques, puis au moment de jouer, on enlevait les masques. Fait que ça vous a, en tout cas, au moins, ça vous a un peu désennuyé parce que là, ça fait un bout qu'on est. Longtemps. Et là, j'ai l'impression que ça va prendre encore plus de temps avant que ça se représente. Là. On Ouais. avait des contrats qui s'en venaient dans le temps des fêtes. On avait Saint-Fortuna, comme d'habitude. On avait Trois-Rivières. On avait aussi un spectacle organisé au Petit Champlain, à Québec. Tout ça, d'après moi, en tout cas, Petit Champlain, officiellement, c'est cancellé. Saint-Fortuna, c'est sûr que ça n'aura pas lieu. Il se ramassait à peu près 300-400 personnes dans une salle qui en contient 250. D'après moi, ça ne marchera pas. Et crème, non, non, non. C'est certains qui n'auront pas le choix de reconfiner ça, puis que malheureusement, ça va être revenu comme c'était avant. Là. Ouais, Fait c'est que ça. Donc, à Noël, alors, ça va être un petit Noël tranquille. Si on se fait un arbre de Noël, ça va être juste pour nous autres. Là. ouais, non, exact, exact. Mais tu sais, quand même, les familles, moi, je pense qu'ils vont laisser un minimum de personnes pour les familles. Là. Tu sais, déjà, quand c'était confiné, on pouvait être quoi, 10 là, dans le gros confinement, même si. Après ça, ils ont baissé ça à 6. Là, à ce temps, c'est 0. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça va déconfiner et que ça va être merveilleux. Moi, pourquoi je voulais vous avoir aujourd'hui sur le show? Ben, c'est certain, moi, je voulais parler de votre immense carrière, de votre grande carrière. Puis je ne sais pas si peut-être les plus jeunes qui nous écoutent n'auront pas eu la chance de vous voir évoluer. Puis moi, je vais les diriger, puis je vais en parler aussi durant le podcast, vers le documentaire que mon ami Faber a fait avec vous autres, mais moi, je trouve qu'il fallait parler de cette immense carrière-là avec les gars. Comment ça a commencé, ça? Bon, ça va être ma première question. Comment ça a commencé, ça, cette rencontre-là, puis cette envie-là de former cette formation? Moi, dans mon cas, c'est mes contacts avec la musique traditionnelle, ça date de très, très loin. Là. Ça a été quelque chose. En fait, c'est un peu grâce à mon père, là, qui était un pianiste, et puis lui, il jouait toutes sortes de musique. Ça se promenait entre la vieille chanson française. En fait, lui, il chantait pas, mais il faisait des arrangements au piano. Et puis, son répertoire, ça pouvait aller du vieux jazz américain aux chansonnettes françaises, à la musique traditionnelle québécoise, et puis même de l'opéra et de la musique classique. Il jouait uniquement à l'oreille, mais il jouait des pièces, il jouait des pièces de Beethoven ou de Chopin, mais il jouait à l'oreille, avec ses arrangements de lui. Souvent, il changeait de ton. Mon père, il aimait mieux jouer, lui, sur les notes noires. Fait que tout ce qui n'était pas avec un maximum de notes noires sur le piano, il transposait. Fait qu'il jouait en do dièse, en ré dièse, en sol dièse, ce qui faisait un petit peu la rage du monde qui essayait de l'accompagner aux instruments. En tout cas, moi, je sais quand je jouais du violon avec lui, j'accordais mon violon, au lieu de l'accorder en l'air, je l'accordais, mon lait, je le baisais dans le miton. Fait que je jouais, je trouvais, mon lait devenait sol dièse. Et voilà, je pouvais faire de la musique avec mon père. Et pour répondre vraiment à ta question, moi, j'ai commencé à faire de la musique traditionnelle avec un instrument qui n'est pas vraiment traditionnel. J'étais un batteur, un drummer. Mais ça, je suis devenu comme ça, batteur tout à fait par hasard, sans que je m'en rende compte moi-même. Mon père avait un orchestre depuis plusieurs années et puis il faisait de la musique dans une salle de danse à Saint-Charles-de-Bellechasse, une salle de danse qui appartenait à un de mes oncles. Et puis, il faisait souvent des pratiques de musique avec ses musiciens dans le salon chez nous. Et puis un jour, il est arrivé avec une batterie au complet, là, la grosse caisse, les tonnes, les cymbales, tout le kit complet, puis il installe ça dans le salon. Alors moi, je me disais, c'est le set de drum du nouveau batteur de l'orchestre à mon père qui arrive. Et il va y avoir une pratique. Moi, j'aimais ça. J'avais à peu près 14 ans à l'époque. Alors, ça me tentait là, d'écouter les nouvelles performances de l'orchestre de mon père. Puis, à un moment donné, il n'y a pas de musicien qui arrivait. Fait que là, j'ai demandé à mon père, je peux-tu l'essayer le drum? Il dit, oh, oui, assis-toi, je suis bien, essaye. Fait que j'ai commencé, il est embarqué sur le piano, il s'est mis à jouer toutes sortes d'affaires, puis j'ai commencé instinctivement là, à faire des rythmes avec mon père là-dessus. Puis là, finalement, je demande à mon père, puis le drummer, il va t'arriver? Il dit, le drummer, il est déjà là. Il dit, c'est toi, puis on commence samedi prochain. Puis on était un mardi soir. Là. T'avais jamais touché à ça avant? Là?
Jamais de ma vie. Puis à 5 jours de vie, 4-5 jours de vie, je suis devenu le batteur officiel de l'orchestre de mon père. Fait que c'est un peu comme apprendre à nager à son enfant en le tirant à l'eau. C'est à peu près ça qui m'est arrivé. Fait que la musique a toujours été quand même présente pour toi dans ton enfance. Ton père en faisait. Ouais, fait que là, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai joué dans d'autres orchestres aussi. Et puis, rendu vers l'âge de 20 quelques années, j'étais à l'université à l'époque. Je me suis mis à écouter de la musique traditionnelle un peu par hasard. Je ne m'intéressais pas vraiment à ça. J'en avais joué moi-même en accompagnant à la batterie, là. Mais c'était pas mon style de musique. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai entendu une pièce de Robert Charlebois il y avait du violon en arrière. Puis je me suis intéressé à ça. Je trouvais que j'aimais le son. Puis c'était Philippe Gagnon avec son violon en stainless qui jouait là, sur le disque de Charlebois. Je ne me souviens pas de la pièce en question. Là, je pense que c'était la seule où il chante là, Chibougamau, tout nu dans Soleil-Vadou, on entend du violon en arrière. Puis là, ben, j'ai vu que c'était Philippe Gagnon qui faisait ça. Philippe Gagnon faisait de la musique avec un autre, avec le violon en stainless. Puis là, je me suis mis à écouter ça. Après ça, de fil en aiguille, je me suis acheté beaucoup de disques de violonneux, puis de jouer à l'accordéon, tout ça. Je me suis mis à tremper dans la musique traditionnelle, puis j'ai commencé moi-même sur un violon qui traînait chez mes parents. J'ai pris le violon, puis j'ai commencé à zigonner avec ça. C'est même ma sœur qui était violoniste, elle apprenait la musique classique. Là. C'est même elle, je ne savais même pas comment on accorde ça à un violon. Alors c'est elle qui m'a, au téléphone, elle m'a pincé les cordes de son violon, puis j'ai accordé le violon, moi, au téléphone avec ma jeune sœur. Et puis j'ai commencé à jouer du violon comme ça. Puis je me suis dit, si je réussis à faire danser quelqu'un un jour, ben, je vais continuer de jouer, mais si je ne réussis pas à faire danser quelqu'un sur ma musique, ben, je vais serrer ça dans la garde-robe, puis j'oublie ça. Ça n'a pas été trop long, je pense que ça a pris peut-être 5-6 mois. Et on avait une sortie, j'ai été étudiant en biologie, on avait des sorties, nous autres, à l'extérieur, pour aller ramasser des sortes de petites bébites, du plancton, des plantes, des herbes là, sur dans la zone des marées, à l'île verte, entre autres. Et puis, on dormait là, toute la classe avec les profs. Et puis, le soir, ben, là, moi, j'avais emmené mon violon, j'ai commencé à jouer. Puis, tout le monde s'est mis à danser. Même les profs sont mis à gier. Je me suis dit, ah, je dois être pas pire. Ça a été, ça a été en fait votre première foule, ça. Ça a été ouais, c'est ça, mes débuts avec le violon. Et puis, ben là, ça m'a comme rassuré de savoir que la musique que je faisais, ben, c'était apprécié, que ça soignait assez pour faire danser le monde. Et puis, quelques temps après, j'ai eu la chance de rencontrer dans un party Claude Mété. En fait, il était le frère d'une grande amie de ma soeur. Alors, ma soeur m'a invité, ben, elle m'a dit le frère d'une de mes amies, il joue de la guitare. Et puis, on s'est rencontrés comme ça, moi et Claude Mété, chez ma soeur à Québec. Et puis, moi, je jouais le violon, puis lui, après, il avait sa guitare. Il avait une belle petite guitare, une petite Martin, qui s'est fait voler quelques années Ah après ouais. un voyage au Mexique. Il l'avait emmené avec lui, perdu sa petite guitare. Mais Claude, d'instinct, a tout de suite compris comment ça fonctionnait, la musique traditionnelle. Lui s'intéressait plus au folk américain, Bob Dylan, des choses comme ça, puis du blues. Et puis là, je suis arrivé, moi, avec des reels québécois. Il a trouvé le pattern très rapidement. On s'est mis à jouer ensemble comme si on avait joué toute notre vie, comme si on était deux frères qui faisaient de la musique depuis notre temps d'enfance. Alors là, j'ai fondé avec lui le groupe Le Rêve du Diable. Mais ça, Le Rêve du Diable, l'idée, le nom, ça, c'est venu un peu très, très rapidement parce que on avait un de mes amis qui avait un bar à Lauson, elle nous avait engagés, moi et Claude, pour jouer. Et puis, j'ai dit, il me demandait une petite affiche. J'ai dit, on va te faire une petite affiche. J'ai appelé ça Gervais Lessard et Claude Mété, musique traditionnelle québécoise. Il dit, il m'appelle au téléphone, il me dit, j'aime pas vraiment ça. Il dit, je sais pas, ça fait ordinaire, ça, vos noms de famille. J'aimerais mieux avoir un vrai nom de groupe. Là. Comme je l'ai dit souvent de façon humoristique, comme les Beatles, c'était déjà pris, mais tu vas faire que je trouve un autre nom. Et puis, à ce moment-là, j'étais en train d'apprendre un reel irlandais qui s'appelle là-bas le Devil's Dream, le rêve du diable, là, qui est un air quand même très connu, très joué au Québec. Ben, c'est pas cette terre-là qu'ils ont repris pour le sirop d'érable? Oui, exactement. Ouais. Alors,
Il dit, ben là, au téléphone, il dit, oui, ça me prend un nom, vite. Il dit, on fait la publicité, je commence dans 15 minutes, j'appelle les postes de radio pour la publicité, pour le spectacle qui vont commencer vendredi soir. On était genre mardi, mercredi. Alors, j'ai dit, ça me prend un nom, il dit, ça me prend un nom tout de suite. Le matin, il ne donne pas de chance. Fait que là, j'ai dit, l'oreille du diable, ça ferait-tu ça? Il dit, c'est parfait. Fait que c'est le même. L'oreille du diable, c'est resté. Ça fait 46 ans de ça. Pour ceux qui, tantôt je le disais, pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous écouter, de vous voir évoluer, pas trop tard, on peut toujours aller entendre ce qu'ils font. Faut comprendre que c'était vraiment la musique traditionnelle. Quand on parle à l'époque, c'était la musique qui jouait dans nos cuisines, là, que nos bonnes mamans qui cuisinaient écoutaient, puis ça tapait du pied, puis c'est ça qu'on écoutait dans le temps des fêtes. C'était ça, pour vous, la musique trad. Oh oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'avais joué, moi, toute mon adolescence, c'est la musique que j'avais jouée là, avec mon père dans l'orchestre. On faisait un peu de danse moderne aussi là, dans l'orchestre de mon père, mais les gens venaient nous voir surtout pour les danses carrées. Alors, il y avait un carreleur, un joueur d'accordéon, guitare, piano, puis moi à la batterie. Puis on faisait danser les 400-500 personnes en même temps, là, les Calédonia, puis les danses toutes bien organisées. Alors, ça a fait partie beaucoup ça, de mon adolescence. Moi, à l'époque, j'étais étudiant au Collège de Lévis, ici, où c'était l'élite, c'était le cours classique à l'époque, latin, grec. Et puis, moi, je cachais ça à mes amis, là, que je faisais de la musique traditionnelle, que je jouais des rilles. C'était-tu mal vu? C'était mal vu un peu? Mes amis, je disais que je jouais de la musique avec mon père, tu sais, mais je ne lui disais pas que c'était de la musique avec des danses carrées. Hein. C'était-tu vu comme un peu débauché? C'était ça que ça Au voulait là, dire? c'était vu comme quelque chose de. Ben, vous utilisez le mot à l'époque, c'était colon. OK, 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 c'est de la musique primaire. C'est Quétaine et colon. La OK, musique, OK. c'est ça. Tout le monde disait que c'était. Ceux qui écoutent ça, ceux qui triplent là-dessus, là, sont arriérés, sont dépassés. Là. Il y a d'autres choses que ça dans la vie. On était à peu près le seul peuple, je pense, de la planète où la musique traditionnelle était comme vue avec dédain. Je veux dire, les Américains, les Irlandais, les Chinois, les Japonais, les Indiens, tout le monde, leur musique traditionnelle, c'est quelque chose qui est valorisé, qui est même enseigné des fois dans les universités et puis qui est reconnu. C'est partout. Mais ici au Québec, c'était quelque chose dont on avait dédain. Là. C'était une musique, comme je disais tout à l'heure, une musique de colon. Une musique d'habitants. Tu sais, à l'époque, on se faisait beaucoup Une traiter musique d'habitants. des effets des habitants. Ouais, c'est vrai. Puis un peu, ça a été. Je pense que j'ai pris ça justement dans le documentaire de Faber, parce qu'il disait à un moment donné, c'est que vous avez sorti cette musique-là qui était pas mal juste jouée dans les cuisines, dans nos salons, puis vous autres, vous avez amené ça sur une scène. Exactement. Il y avait à ce moment-là, ceux qui en faisaient, il y avait il y avait l'émission Soirée canadienne à TVA, il y avait quelques affaires comme ça. Là. Et, il y avait la famille Soucy qui était encore existante. Euh, tout ça, ça faisait partie, là, tout le monde riait de ça. Là. Il y avait du monde qui écoutait ça, mais c'était pas vraiment, moi, dans les milieux que je fréquentais, c'était pas très, très bien vu, là, ces genres d'émissions-là, puis cette musique-là. Mais nous autres, on est arrivés avec nos cheveux longs, notre joint de pote au bec et avec nos instruments. Là, finalement, ils se sont rendus compte que la musique traditionnelle, elle pouvait toucher une classe de jeunes. On a beau avoir style hippie, puis écouter plus de la musique américaine, du Jimi Hendrix ou des affaires comme ça. Il y avait de la place pour la musique traditionnelle. Là, ça swingait. Puis finalement, il y avait un petit peu de mode aussi à l'époque. On appelait peut-être granola, là, où les filles s'habillaient avec des robes en poche de patate puis des gros sabots. Mais Des fois, encore aujourd'hui, c'est une musique qui a certains préjugés. Puis moi, à un moment donné, ça m'avait sacré à terre. J'étais allé au centre des congrès à Sept-Îles. Il y avait un show d'Alain François. Alain François qui était là avec son violon puis sa gang. Puis mes chums, puis tout ça, disaient ah, on n'ira pas là, ça va être de la musique de cabane. Puis écoute, sérieusement, on est allé au show puis on a pogné de quoi. C'est un des meilleurs shows qu'on a vu sérieusement au centre des congrès. les gens ont des préjugés, mais quand ils voient ça live, là, ils voient le dynamisme qu'il y a là-dedans, puis toute la sueur qui se dégage, l'énergie qu'il y a là-dedans. Je veux Ah, dire, ça swing, là. ça swing, ça swing autant que du rock and roll. C'est une musique qui est très, très,
qui est poignant, là. Je veux dire, moi, c'est ce que j'aime le plus. Puis le beat, le tapement de pied qu'il y a dans la musique traditionnelle, qu'on avait comme oublié à un moment donné parce qu'on trouvait que c'était exagéré. Mais c'est revenu, là. Moi, quand j'ai vu des gars comme Jean Gagnon jouer du violon en tapant du pied, puis même en gigant de bout avec son violon, Puis mettons que qui était tout le temps d'un temps, là. ça me donnait pas mal plus que, je sais pas, moi, je sais pas, mais Jimi Hendrix qui fait distorsionner sa guitare électrique en avant d'un ampli. Là. OK, c'est bien beau, mais dans le fond, c'est facile. Ça. Ouais. Contrairement à ce que Jean Carignan faisait, là, je trouve qu'il y a une grosse marge là, au niveau de la virtuosité, je dirais. Ouais, j'ai jamais vu Jimi Hendrix jouer comme Jacques Carignan, puis je l'ai jamais vu non plus se mettre des capes d'acide dans une ceinture flashée. Non plus. Ah, il y a un premier album en 1976, le titre, ben, c'était Le rêve du diable, c'est ça? Oui, en fait, c'était éponyme. Là, comme on dit, il n'y avait pas de nom. C'était le nom du groupe, c'était le nom du disque. Ça, c'est quand tu penses que tu vas en faire des connes, tu appelles ça de même. Ah, parce que ouais, vous autres, vous pensez que ça allait être c'était un projet, là. Oui, c'est-à-dire quand tu donnes un nom à ton premier album, ça veut dire que tu penses que tu vas en faire un deuxième. Tu sais. C'est un petit peu prétentieux. Fait que là, nous autres, on n'en a pas mis. On en a fait 7 autres après ça. Ouais, c'est ça en tout. C'est quoi? C'est 7-8 albums? Oui, on a fait 8 en tout. Oui, c'est ça, 8 en tout. Donc, en 1976, après ça, on se rend en 1977, c'était Rivière Jaune, c'est ça? Oui, Rivière-Jaune, le deuxième, un an après, en 77. C'était quoi la réponse de ça, votre premier versus le deuxième? Comment ça a été vendu, ça? Les deux disques qui sont vendus le plus, qui ont été les plus populaires, là, parce qu'on a pogné comme l'époque, en fait, en 1976 au Québec, c'est quand même une année importante là, pour les Québécois. Ouais. Ça a été l'année où le Parti québécois a pris le pouvoir et puis que le mouvement indépendantiste au Québec a eu de l'espoir. Et là, les gens se sont rendus compte qu'on avait une culture, qu'on avait une musique traditionnelle, puis qu'on s'est mis à l'aimer plus. Là. On s'est mis à sentir qu'il y avait de quoi être fier. Tu sais. Comme tous les autres peuples sont fiers de leur musique traditionnelle, d'autres, on considère que nous aussi, on veut devenir un pays, un peuple vraiment là, qui est différent de tous les autres sur la planète. Mais il faut reconnaître qu'on a une musique, et notre musique, c'était ça. Ben, faut le dire, puis je trouve que tu le dis bien, puis le parallèle est bon. Ce que tu disais au début avec la musique traditionnelle, c'est à l'image du Québec. On fait la même chose avec notre langue, avec notre identité. Le Exactement. Québec, on a toujours un problème d'identité, là. Fait que là, on a eu des écrivains comme Michel Tremblay qui ont décidé que le langage québécois, c'était quelque chose qui était vendable et intéressant, puis il l'a utilisé, puis il a bien fait. Alors, nous autres, la même chose avec la musique. Fait que dans tous les domaines, il faut être fier de ce qu'on fait. Il ne faut pas dire que c'est plus beau, que c'est meilleur ailleurs. Ailleurs, c'est différent, mais ici, c'est superbe. Ben, pour que les gens mesurent bien l'impact, c'est vrai, puis c'est vraiment les débuts. Moi, je pense que vous êtes les premiers, corrige-moi si je me trompe, mais les premiers vraiment à avoir amené, comme tu disais, ce bagou-là, ce langage québécois sur une scène. Puis c'est de ça qu'en découlent les chansonniers d'aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. En fait, moi, je ne renie pas du tout là, ceux qui ont fait de la musique traditionnelle avant nous autres. Tous ceux-là sont très importants. D'ailleurs, ils m'ont inspiré. J'ai une collection de vinyles ici avec tout ce monde-là. Là. Je les écoute encore, je les apprécie beaucoup. Puis, il y a eu comme un petit creux. Le petit creux, d'après moi, il a eu lieu là, dans les années 60. Dans les années 60, début des années 70, là, il y a eu comme un gros creux. Là, il y a eu comme un trou entre la musique traditionnelle, mettons, je dirais là-dedans, mettons, Petit Blanc Richard, la famille Soucy, puis même plus vieux que ça, là, Joseph Allard, etc., etc. Tous ces gens-là, qui sont super importants, qui ont fait leur marque. Moi, aujourd'hui, je les écoute encore, puis, je veux dire, il l'avait dans le sang, c'était super beau ce qu'il faisait, mais il y a eu un trou, là, un gros trou dans les années 60, 70. Puis nous autres, on est arrivés juste à la fin de ce trou-là. On a comme reparti à une nouvelle époque, une nouvelle ère là, d'appréciation de la musique traditionnelle au Québec. Moi, je pense qu'on est le premier groupe. En fait, on a donné naissance à tout ce qui s'appelle les groupes. Je ne dis pas ça pour me vanter, si tu veux, c'est parce que je suis vieux. C'est pas plus grave que ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, tu sais, des générations, puis tout ça, ça vient de là, là. Oui, c'est la bottine souriante.
2-3 ans après nous autres. Après ça, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, il y en a des centaines de groupes de jeunes qui font de la musique traditionnelle. Puis je trouve que moi, c'est ma fierté. Je pense que j'ai contribué un petit peu à ça. Et puis, je ne le renie pas. Là, je veux dire, je trouve que j'ai fait quelque chose, sans m'en rendre compte, j'ai fait quelque chose de grand. Ben, c'est ça. Puis quand on parlait de notre langage, notre langue, c'est vraiment le joual, c'est taper du pied, c'est jouer de la cuillère, jouer du violon, comme on faisait vraiment dans nos cabanes. Nos expressions de langage, puis notre genre d'humour, c'est tout ça, là, c'est nous autres. Puis, Vous faut êtes pas vraiment un genre, vous êtes vraiment un genre en soi parce que, tu sais, vous n'êtes pas du country, on n'est pas du country français, on n'est pas non plus dans le chansonnier style Félix Leclerc qui est un peu plus européen, ça ressemble plus à la musique européenne malgré que les textes sont québécois, là. Sauf que c'est ça, vous êtes vraiment un genre à vous autres, tu sais. exact. Puis, quand on est allé jouer en Europe, les gens nous ont beaucoup apprécié à cause de ça. Tu sais, ils ont vu que ce qu'on faisait, c'était quelque chose de vraiment différent de ce qu'ils connaissaient. Tu sais, la musique traditionnelle en France, ben, tu sais, l'autre, il est habitué avec la musique bretonne, tu sais, les violoneux d'Auvergne, puis la musique celtique en général, tout ça. Puis ils se sont rendus compte que nous autres, on avait des influences celtes là, dans notre musique, mais on avait comme quelque chose de plus sauvage, de plus, je sais pas, de plus... Un cri primal qu'ils n'ont pas. c'est ça. Alors, nous autres, c'est peut-être le tapard aussi, étant donné que nos ancêtres, c'était des gens qui étaient quand même assez, comme on dit, assez rough. Là. On a beaucoup dans nos ancêtres des coureurs de bois, puis c'est des gens qui n'ont pas eu peur de quitter le petit confort européen pour venir ici, dans un pays absolument inconnu, tu sais, puis de se lier d'amitié avec des peuplades qui avaient des mœurs complètement différentes. On le voit aujourd'hui, là, tu sais, après 400 ans, on n'est pas encore complètement là, intégré avec ces gens-là, ce qu'on appelle les Autochtones, les Premières Nations. Hein. Je veux dire, on a beaucoup à apprendre d'eux autres. Là. Je veux dire, c'est long de faire une fusion. Exactement, ouais, ouais. Puis on est mal débarqué, comme on va dire. Là. L'histoire ne nous l'enseigne pas tant, mais effectivement, il y a eu une cassure. Ouais, il y a eu vraiment une cassure. Moi, c'est des souhaits, là, je veux dire, je suis, comme on dit, là, complètement anéanti par ça. Là. En tout cas, je trouve ça déplorable. Là. J'espère que c'est un cas très isolé que Ah, les crif. gens là. Ah, effectivement. Quoi, ouais. Ben, le pire, c'est que malheureusement, je pense pas que ce soit un cas tant isolé que ça. Je pense qu'il y en a eu. Exactement, c'est ça qui est malheureux. C'est ça, ça arrive trop souvent, puis il faut que ça arrive pas en tout. Exactement. Ça, c'est très, très bien dit. Si on parle de chiffres un peu, parce que moi, ça m'avait impressionné, je me souviens pas si c'est Le Rêve du Diable ou si c'est Rivière-Jaune, mais il y en a un des deux. Ça s'est vendu à plus que 150 000 albums, là. Le premier, ouais. On n'a jamais eu de chiffre exact, mais tout ce que je sais, c'est que c'est en haut de 100 000. Probablement en bas de 200 000, mais en haut de 100 000. Fait que c'est quelque part entre 100 et 200 000, mais étant donné que ceux qui ont vendu ces disques-là ne nous ont jamais donné les vrais chiffres parce qu'ils ne voulaient pas nous payer, on ne les a jamais eu, les vrais chiffres. D'ailleurs, on n'a jamais été payé pour ça. Un petit peu au début, on a peut-être fait peut-être 1 000 piastres chaque, là, les musiciens du départ. Là. Ça s'est arrêté là. Oh boy, ça, c'est les fameuses histoires d'horreur. Beaucoup de groupes se sont fait avoir d'ailleurs avec le premier album, mais ça vous est arrivé vous autres aussi. Exact. Puis, Mais je pense que des gens très connus à qui c'est arrivé là. Je oh oui. pense que les gens célèbres, là, les musiciens célèbres, ils ont eu les mêmes problèmes que nous autres. Bon, on va les retrouver, ce monde-là. Sont-ils encore? On va aller les planter. Non, mais ça n'a pas de bon sens parce que, il faut remettre ça à l'époque, 1976. C'est Ouais. en quelle année tu sais, que ça a décollé puis que vous avez vu qu'à un moment donné, vous êtes dit, Ben là, ça n'a pas de bon sens, on en vend puis on n'a pas de cash avec ça, là. bon, ben, en fait, le groupe, je l'ai fondé en 1974. Ça, c'était très, très tranquille, très underground. Là. J'étais tout seul avec Claude Mété. On a rajouté des musiciens au fur et à mesure. Et quand on a sorti le premier album en 1976, là, on était quatre. Et puis, cet album-là a été très, très bien accepté dès le départ. Ça s'est vendu. Hein, ils ont fait des réimpressions de vinyle. Là, je pense qu'ils en faisaient à chaque mois. Là, nous autres, le disque avait sorti, je pense, en début de l'automne. En tout cas, ça en était vendu plusieurs milliers là, tout en partant. Puis il y a eu des rééditions en fait en 77. Si bien que quand on a sorti l'album Rivière-Jaune, ça faisait à peine un an qu'on avait sorti l'autre. Il fallait se dépêcher de faire un autre album parce qu'il y avait de la demande. Après ça, ça s'est calmé. Tout après le deuxième album, là, il y a eu comme un calme.
Dans les années 80, ça a été le calme plat. Les années 80, si on se souvient bien, c'est la décennie du disco. Alors, Oui, c'est vrai. nous, dans les bars, on avait l'habitude d'aller jouer où ce que les gens dansaient, puis c'était la musique trad. Ils nous demandaient, mais là, on faisait des petits sets d'une demi-heure, puis après ça, ils mettaient du disco, le monde sautait sur les pistes de danse, ça faisait du disco. Il y avait même des danseuses topless, des fois, entre nos sets. Là. Fait que c'était ça. Ah, je vous présente ma blonde. Bonjour. Hey, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? J'ai dit, peut-être toi, peux-tu un petit peu d'eau? Ah, de l'eau. De l'eau. Oui. C'est ça que je bois, moi aussi. C'est rare, mais je bois de l'eau pétillante aujourd'hui. Ah, c'est de l'eau pétillante. Et pétillante. Ça te rappelle un peu la bière. Parfait. C'est comme moi, c'est ça. On est sage, on est quand même sage en pandémie. Normalement, je ne suis pas tant que ça non plus. Je trouve qu'il y a même voix qui fait bien. Ah, les gars de la même génération. Fabien du Coyote. Ah, ben oui, Fabien, c'est un de mes amis. Okay. C'est grâce à lui qu'on fait ça. Là. OK. Grâce à Fabien. Au début, je pensais que tu parlais avec Fabien. Non, avec Félix. Et puis là, c'était votre anniversaire, il n'y a pas longtemps? Eh oui. Oui, le 30 septembre, c'était ma fête. Il s'en vient vieux. 60, 63, 64? 64, d'accord, c'est une belle âge, une âge respectable. Pas 64, 73. Hein, j'ai compris 64. Je pensais 64 ans. Non. Il est né en 47. Oh my God, OK. Ben oui, j'étais là, OK. Je pensais que c'était 64 ans que j'avais compris. Ah, ben vous faites 64 ans, fait que c'est bon. Et ma blonde, moi, je suis plus jeune. Elle a juste 60. C'est une petite jeune. Je vais avoir 61 bientôt. Hein? Ben les deux, vous faites pas votre âge, fait que j'aurais pas pu deviner, fait que c'est bon. Ah, j'aurais. Moi, en fait, on a des petits-enfants. Moi, j'en ai 3. Ma blonde en a 2. Et j'ai essayé de me faire appeler papa, puis finalement, j'ai bien de la misère. Ils ne veulent pas m'appeler papa. Il l'appelle Gervais. Il m'appelle Gervais. Moi, mon père, on l'appelait papa. Puis tout le monde l'appelait papa. Puis je sais pas, moi, j'ai dit, à ce temps qu'il est décédé, ça va être à mon tour. Je vais être le deuxième papa, mais ils ont décidé que non, moi, c'est Gervais. Bon, on va s'entendre. Ça marche. Gervais, c'est beau. Ben, votre voix, à un moment donné, a rattrapé votre âge. Parce que j'écoutais, là, vous me rappelez un bout dans le documentaire. Je pense que c'est Michel Faubert. Il dit Gervais, quand il a commencé à chanter, il avait la voix d'un gars de 35-40 ans. Puis à un moment donné, il s'est rendu là. Okay, non, il avait la voix d'un vieux. Il avait la voix c'est ça. Bon, quand j'ai commencé à chanter, j'avais 27-28 ans. Puis le monde me disait que je chantais comme un petit vieux. Fait qu'enfin, vous avez l'âge de votre voix. Ah, c'est ça. À un moment donné, je vais chanter comme un jeune. Quand je vais te rentrer 90, ils m'ont dit, il chante comme un jeune. Votre voix, c'est comme le film là, Benjamin Button. Elle a commencé vieille par rajeunit. Ah oui, je l'avais vu. Bon, c'est vrai. C'est bon. Fait que là, si on parle des deux, on parle des deux premiers albums, que ça se vend en fou, ça n'a pas d'allure. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que l'argent ne rentre pas parce que le gérant, c'est un mauvais gérant, il garde ça pour. C'était-tu un gérant ou c'était une maison d'édition? Oui, c'est ça. En fait, c'était un groupe, eux autres, en fait, c'est un peu grâce à eux autres qu'on a été connus, qui nous ont mis, c'est vraiment là, en présence là, de gros publics, là, surtout à Montréal. Les autres, ils s'appelaient le Tamanoir. Alors, il y était 2 associés là-dedans. Il y en a un qui a démissionné, parti à une autre compagnie. Il y en a un qui s'est associé avec son frère, tout ça, mais là, c'est là que ça s'est gâté. Là. Après ça, cette compagnie-là, ça a disparu. Et puis, batterie faible. Je vais connecter, ça ne sera pas long. Pas de problème. Finalement, tu as pris ton téléphone? Oui, c'est ça, mais mon fil va être assez long. Voilà, j'ai pas eu le temps de. Ah, mais on peut prendre le temps. Moi, je peux refaire ça. On peut le couper là par faire l'autre bout sur l'ordi, il n'y a pas de problème. Je viens de le brancher. En principe, il devrait. Ben oui. Ça devrait marcher, ça ne sera pas long. Je vais juste repaiser sur mode d'économie d'énergie. Il n'y a pas d'outil qui apparaît. Il est faible, là. OK, là, c'est beau. On continue. Là, je suis plugué sur l'Hydro-Québec. Si on manque l'Hydro-Québec, en manque aussi. Là, vous devriez être correct. Fait que là, on jasait du groupe Tamanoir. On était sur les 2 albums, les 2 premiers, là.
Tamanoir disait il avait produit ces deux albums-là. Tu sais, je veux dire, ils nous ont pas payé tout ce qu'ils nous devaient. Ils ont mis de l'argent dans leur poche à quelque part, là, ou ils se sont fait avoir par d'autres, eux autres aussi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand même grâce à eux autres que on est sorti de notre petit milieu. Nous autres, on jouait à Québec au bar Élite, un petit bistrot. On jouait à Lévis, ici à Barricade. Tu sais, on était vraiment, là, on avait 3, 4 petites salles, c'est tout, on ne sortait pas de là. Ça n'a pas été payant économiquement, mais pour faire connaître, c'était quand même payant. Et là, avec Tamanoir, ben là, il y a eu des lancements à Montréal. Puis là, on a eu les grandes salles de Montréal. On a joué le gros spectacle qu'il y avait eu en 76 là, sur la montagne. Là. On était là. Tu sais, on a joué sur la même scène que Plume la Traverse, puis Jean-Pierre Ferland, etc., etc. Là. Fait que nous autres, on a joué devant 100 000 personnes. Là. C'est sûr que ça a aidé, ça. Ah oui, Colin, ça c'est clair, crème. Avez-vous, ben justement, vous avez côtoyé ces scènes-là. Vous avez dû côtoyer, j'imagine, plusieurs artistes, surtout là, dans ces années de tournée-là. C'est des artistes comme Plume puis tout ça. On a pas mal avec plusieurs groupes là, de l'époque. Là. Je me souviens d'avoir fait un show avec Jimmy Bertrand. Oui, oui, avec Jim Corcoran. J'ai joué souvent aussi avec Cassonade, Plume la Traverse, Louis Forestier. C'est du monde avec qui on a travaillé sur les mêmes scènes. Edith Butler, je me souviens très bien. J'en passe. Là. Ah, mais Colin, c'est ça. Fait que toute une expérience. Donc là, ça continue. Vous continuez à vendre des albums malgré que les années 80 vous rendent un peu dans le corps à cause du disco. Mais avez-vous ressenti qu'à un moment donné, c'est reparti ça? C'est reparti ce style de musique-là? Oui, bien là, nous, pendant ces années-là, on a eu la chance d'avoir des contacts européens. Alors, on a joué beaucoup en France, en Suisse, en Belgique, dans les années 80. On joue plus souvent en Europe qu'on joue au Québec à ce moment-là. Je sais qu'il y a une année, je pense qu'on a fait 3 ou 4, je pense que c'est 4. On a fait 4 voyages là, en Europe là, pour toutes sortes d'événements, des mini-tournées ou des spectacles. Là, on avait joué aussi pour l'inauguration d'un vol, je pense. Il avait fait un vol direct entre Québec et, si je me souviens bien, c'est Bordeaux, Québec-Bordeaux. Et on avait été engagé par la mairie de Bordeaux pour aller représenter le Québec là, lors d'une grosse fête qu'il avait fait là-bas là, pour fêter le lien Québec-Bordeaux. Ça marchait fort là-bas? Ça marchait super bien en Europe? Oui, on avait des régions quand même en Europe où ça marchait plus que d'autres. Là. Il y avait entre autres la Bretagne, c'était complètement à l'est, complètement à l'ouest. On jouait en Bretagne complètement à l'ouest de la France, le nord-ouest. Et puis on jouait aussi beaucoup en Lorraine, puis principalement dans les Vosges, là, dans le bout d'Épinal, Nancy, Épinal, ce coin-là, on avait beaucoup de contrats là. On a eu quelques-uns aussi dans le sud de la France, mais ça a été plus tranquille. Là. Toulouse et Montpellier, place comme ça. C'est un peu plus relax là. Ouais. Mais si on revient au Québec, fait que là, vous faites toute cette. Ouais, allez-y, excusez. Oui, parce que nous autres, on a fait un album en 76, le premier. En deuxième, l'année qui suivait, en 77, Rivière-Jaune. 2 ans après, en 79, on a fait Délire et Déril. Là, on avait André Marchand qui avait eu une petite chicane avec les gars de la bottine souriante et qui avait décidé je sais pas, là, c'était un ancien défi. Il s'est dit, moi, je vais lâcher la bottine souriante, je vais rentrer dans le rêve du diable. Puis d'autres, on l'avait accepté à bras ouverts. Fait il avait participé. On était en train d'enregistrer l'album quand il est arrivé. Alors, il y a eu 2 de ses compositions qu'on a mises sur l'album, là, Délire et Déril. Alors, on en profite pour saluer notre bon ami de Joliette, André Marchand. Ben oui, une légende encore aujourd'hui au Québec. Oh, très drôle aussi. Oh Et oui, vous devez avoir des bonnes anecdotes de tournée, ça, c'est certain. OK. Ah, ouais, avec lui, il y en a eu des vertes et des pommes avec André, contrepartie ici. Là. En 82, là, il s'est passé 3 ans. En 82, on a sorti le 4e album, L'Auberge. Là, on avait eu la chance de participer à la musique du film Crack de Frédéric Bach, un film qui avait gagné l'Oscar de meilleur film d'animation. Alors, c'était comme un grand privilège d'avoir fait ça. Et puis, en plus, quand on a travaillé sur l'album, Frédéric, on lui a demandé s'il voulait faire la pochette, puis il a accepté avec plaisir. Alors,
Il nous a fait le dessin de la pochette. Dans ce temps-là, les pochettes, c'était le fun. C'était 12 pouces par 12 pouces. Hein. Alors, il y avait de la place à en mettre du stock. Puis en plus, nous, on faisait toujours des albums qui s'ouvraient. Alors, on mettait rien qu'un vinyle dedans, mais c'était un album avec une pochette comme double. Là. Ça donnait beaucoup de place à mettre des textes et à mettre des photos et tout. Là. Ben, les Alors, albums, c'était des œuvres d'art, des œuvres d'art en soi. autant à l'époque, les 4 premiers albums du disque, du Rêve du Diable, les 4 disques qu'on a fait, les premiers, là, on travaillait quasiment autant sur le côté visuel que sur le côté sonore. Là, parce que toute la pochette, ça devenait une œuvre d'art. Là, on travaillait beaucoup là-dessus. Alors, il y avait beaucoup de textes, il y avait des photos, on faisait affaire avec des graphistes aussi pour faire des belles pochettes. Après ça, quand il est sorti les CD, là, il n'y avait plus de place à rien faire. Là. On a abandonné. Là, ben, c'est virtuel. C'est rendu sur Spotify, là, il n'y a plus rien avant tout. Il y a rien qui sort. Mais malgré que le vinyle, là, j'ai pogné ça, puis surtout au début de la pandémie, ça fait un retour. Là. Les gens jettent beaucoup plus de vinyle en tout cas, que les dernières années. Là. Ça commence à faire un petit retour. En fait, les gens, maintenant, c'est un ou l'autre. C'est soit les vinyles ou soit du Spotify. Mm. Dans le même genre, là, iTunes. Puis, c'est compréhensible là, parce que les gens ils ne veulent plus s'encombrer. Avec des vinyles, ça prend de la place. Moi, j'ai tout gardé mes vinyles, j'en ai à peu près 1200 ici. Là. Ça prend la moitié d'un passage. Là. Ah, mais des CD, c'est pas mieux. Des CD, c'est pas pire. Oui, des CD, c'est vrai, ça prend de la place en masse aussi. Là. Ça en prend moins, mais ça en prend beaucoup. Ça en prend moins, mais tu sais, puis comme on le disait, c'est un objet qui est beaucoup moins beau, beaucoup moins artistique qu'un vinyle. Là. Surtout les fameux boîtiers en plastique qu'il y avait au départ, tu échappes ça à terre et ils cassent en morceaux. J'en ai plein de boîtiers cassés. Ben ça a été vraiment les débuts ben ça, c'était rien que du faire de l'argent, c'était bon, beau, pas cher. Fallait que ça sorte. D'après moi, vraiment, les vinyles, ça allait arrêter les vinyles en 83, 84 là, à peu près. Puis après ça, les CD, ça allait arrêter. Là, ça doit faire au moins 7-8 ans que c'est arrêté. Là. Ah, ça n'a pas été long, le CD. Ça a duré quoi, 20 ans maximum. Là. On achète encore. Les gens achètent encore des CD, mais ceux qui achètent des CD, là, en général, ils ont 60 ans et plus. Là. Lui a remplacé, il a remplacé la cassette, dans le fond, le CD. Il y a eu un petit peu la cassette entre les deux. Moi, j'ai connu même les cartouches bipistes. Ouais, moi tout, j'ai même ça ici, j'en ai 2-3 dans mon garage, j'ai la machine à mon grand-père ici. Mais t'es peut-être dedans, faudrait que je check dans les. Je sais pas si tu en avais fait des 8 pistes. Oui, les 8 pistes, on en a fait. Ouais, je pense qu'on a 2 albums en 8 pistes. J'ai pas checké, mais t'es peut-être dans la boîte qu'il y a là, parce que mon grand-père écoutait ça pas mal. Puis il m'a donné ça. J'ai même un vieux projecteur là, avec des. Un appareil spécial pour les livres. Ça c'est comme. Ça roulait indéfiniment. Là, je veux dire, tu mettais ça, puis quand ça arrivait à la fin, ça recommençait. C'est ça. Comme une boucle sans fin. Hein. Je sais que celui qui est dedans, c'est Joe Dassin, parce que c'est sûrement que je voulais l'essayer, puis là, tu vas virer de bord. J'ai acheté une grosse minute, moi, dans ces années-là, puis j'avais le lecteur de cartouches 8 pistes dedans. C'est un gros Chevrolet Caprice avec un gros moteur, un 454 pouces cubes, un gros char avec l'air climatisé. Là. Ça marchait au gaz. Là. Dans le temps, le gaz ne coûtait rien. Puis on en brûlait. Et puis moi, je me rappelle, j'avais une cartouche de Gustimos, de rien de même. Super le fun de se promener en écoutant du petit Gustimos. Ah oui, Tigui, ben oui, qui est le père de Réal Bellan, avec les jeunes vont. Ah, exact, ouais, c'est ça. Puis tantôt, on parlait de Tiblan, lui, c'était le père à Michel Richard, c'est ça? Richard, c'est le père à Michel Richard, ouais. Exact, ouais. Il jouait surtout des airs américains, mais c'était très bon joueur de violon. Qui nous amène. Ah, non, effectivement, Tiblan, ah ouais, il a fait vraiment des bons hits, des bons reels, lui aussi. Fait que. Puis là, c'est ça, là, on parlait de votre album 1982, on avait Auberge, le rêve du diable. Ça nous amène en 91, puis j'avais une question sur le titre. Aviez-vous engraissé? Avec cholestérol? Ouais, là, on commençait à prendre du poids. C'est parce que là, à l'époque, c'était marqué sans cholestérol partout. Tu achetais des chips, tu achetais n'importe quoi, des sacs de bonbons, une boîte de biscuits, un pain, peu importe ce que tu achetais à l'épicerie, ils mettaient toujours marqué en gros sans cholestérol, sans cholestérol. C'était comme la grosse phobie du cholestérol à ce moment-là.
C'est comme aujourd'hui que le gluten, là, sont partis sur le gluten. Ah, c'est sans gras trans, là, ou je sais pas, tu sais, à chaque époque, il y a une bébite qu'il faut éviter absolument. À l'époque, c'était le cholestérol. Fait que là, nous autres, pour faire un petit peu nos têtes dures, nous autres, on appelait ça avec cholestérol. Ah, c'est bon. Ah, je me demandais, je voyais le titre, puis j'étais là, pourquoi ils appelaient ça de même? Avec, pour faire une parodie là, de sans cholestérol. On avait mis d'ailleurs le logo qu'il y avait sur la pochette. Ça ressemblait beaucoup au logo qu'on voyait de sans cholestérol. C'était toujours une espèce de gros cadre rouge là, en éclair là, avec sans cholestérol écrit en gros. Des fois, tu avais de la misère à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce que tu achetais. Tu savais que c'était sans cholestérol, mais tu ne savais pas trop ce qu'il y avait dans le sac. Ah, tu vois, ça n'a pas changé. C'est la même affaire aujourd'hui que le gluten puis tout ça. Puis Bon, en plus, c'était bon. Je trouve ça bright, votre titre, parce que, tu sais, avec cholestérol, parce que, tu sais, quand tu voyais des produits sans cholestérol, c'était jamais bon. Fait que vous autres, c'est bon, il y en a là-dedans. c'est bon. Mais là, d'autres, on pourrait sortir un nouvel album, on pourrait l'appeler là, avec gras trans et avec gluten. Gênez-vous pas. C'est-tu quelque chose que vous avez repensé faire un album? Oui, on y a juste pensé. Oui, parce que si on écoute le documentaire, ça vous travaille beaucoup, hein? Moi, c'est ça, c'est fait un album, ça coûte cher, puis ça ne se vend pas. C'est qu'on essaie de savoir, si on fait un album, comment on fait pour se rembourser. C'est pas en vendant des CD, il s'en vend quasiment plus. Sortir un vinyle, je veux dire, ça coûte très cher faire des vinyles, il faut que tu en fasses au moins 2000 pour que ça soit intéressant. Puis vendre 2000 vinyles, pas facile. C'est pas tout le monde qui a une table tournante. Là, on dit bien populaire, là, mais Ouais. pas. Moi, dans ma famille, je suis à peu près le seul à avoir une table tournante qui marche. Là. Ah oui, je veux dire, populaire, c'est vrai. Effectivement, faut relativiser parce que populaire, oui, mais c'est pas ça qui va faire gagner une vie à quelqu'un, là. Exactement, c'est ça. Non, non, mais c'est moins populaire que dans le temps, que tout le Ah monde. ouais. Je veux dire, ce qui était le fun aussi à l'époque des vinyles, c'est que les gens qui faisaient des copies de disques, là, qui appelaient ceux qui se faisaient des cassettes, il y avait une espèce de. Il y avait un hiss sur le disque. Là. Fait que ceux qui voulaient avoir de la bonne musique avec pas de son bruit de fond, ils achetaient le vinyle, ils écoutaient le vinyle. Tu sais. Ceux qui se faisaient des copies sur cassette, ben, ils se contentaient d'avoir une affaire qui était plus ou moins l'original. Il y avait un bruit de fond tout le temps. Pas. Après ça, quand tu as sorti les CD, une copie de CD, la copie avait exactement la même qualité que l'original. Fait que là, à un moment donné, les gens se sont mis à copier les CD. Fait que tu en vendais un, il y en avait 25 qui l'écoutaient. Fait que c'est pas payant non plus, ça. C'est ceux qui faisaient de l'argent, c'est Sony, puis je sais pas, moi, ceux qui vendent des CD vierges, les autres faisaient de l'argent. Effectivement. Je sais pas si c'est indiscret comme question, puis vous n'êtes pas obligé d'y répondre, parce que si on prend toute la liste de vos albums, parce que là, on sait que les premiers se sont effectivement beaucoup vendus, mais ça ne s'est pas rendu à vous autres. Lequel a été à vous autres, votre hit financier? Lequel qui vous a rapporté le plus? Celui qui avait rapporté le plus, je dirais. Poum, poum, poum. Ben non, non, il parle à nous autres. Le premier, il a rapporté de l'argent, mais pas à nous autres. Il a rapporté de l'argent à on ne sait pas trop qui. À nous autres, il a rapporté, moi, je dirais. Ouais, bonne question. Peut-être sans tambour ni trompette, ou un des deux derniers, là, avec tambour et trompette. Avec tambour et trompette, d'après moi, on a vendu pas mal live là, en spectacle. Puis avec ce qu'on avait vendu lors des lancements, puis ce qui s'est vendu en magasin, on a été capable de faire de payer ce que ça avait coûté. Je pense que le disque avait coûté quelque chose comme 11 000 en tout. Là. Puis d'après moi, il est rentré à peu près ça en profit, 11 000 après avoir tout vendu, là, ce qu'on avait. On est arrivé comme kiff-kiff avec ça. Là. Une chance que j'ai eu ma blonde, entre autres, là, qui a investi 1 000 que je n'ai jamais remboursé. Puis c'est pas dans le projet. Non, parce que je posais cette question-là aussi parce que on parle d'un album qui est sorti début 2000, 2002, 2004. Là, je pense que c'était 2002, sans tambour ni trompette. Avec tambour ni trompette, 2012, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, parce que tu en as un en 2002, l'autre 2013, peux-tu? Ouais, exact, en 2013 plutôt. Ouais. Exact. Fait que, OK, fait qu'on parle des années 2000 quand même. Puis l'autre, ben, on a mis du tambour et des trompettes, fait qu'on l'a appelé avec tambour et trompette.
Ah, moi, je trouve ça original, je trouve ça drôle au bout de vos titres. Fait que, ben, ce qui m'amène à dire que les années 2000, c'était quand même bon. Fait qu'il y a quand même eu un retour des gens un peu vers cette musique-là. C'était quand même. Parce que, tu sais, là, on parle les années 2000, c'était le début du millénium avec le bug de l'an 2000 et tout ça. Mais ça voulait quand même écouter du bon vieux québécois. Oui, et ils s'en écoutent encore. En tout cas, je sais que nous autres, on a des régions au Québec où on est encore très, très populaire. Euh, puis on a nos places. Là, tu sais, je sais que la Gaspésie, c'est tout le temps bon pour nous autres. Euh, la région de Trois-Rivières, tout le temps très, très bon pour nous autres. Après ça, les Bois-Francs, c'est bon pour nous autres. Ici aussi, dans la région de Lévis, Québec. Mais là, au Saguenay, ça a recommencé là, au Saguenay. On est encore assez connu. Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'inclus le Lac-Saint-Jean aussi. Là. Mais Fait que, ça a dû aider aussi, ça, les nouveaux groupes, comme justement La Bottine, qui est ressorti du lot à un moment donné. Après ça, là, on a eu deux, trois groupes comme ça, là, qui sont un peu plus trad, qui ont pris les Charbonniers de l'Enfer, par exemple, qui me vient en tête. Ça a peut-être contribué, ça aussi, à vous mettre un peu le vent des voiles. on ne se nuit pas un l'autre, on s'entraide. Mais étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes, puis qui sont tous, en fait, la grande majorité, qui sont excellents, sont très, très bons. Tu sais, dans tous ces groupes-là, il y a des virtuoses de l'accordéon, du violon, des bons chanteurs. Tu sais, il y a des groupes comme Le Vent du Nord, euh, des chauffeurs à pied. Tu sais, il y a plein de monde là, qui sont excellents. Puis c'est pour ça que quand il y a des festivals de musique traditionnelle, puis quand il y a des spectacles où on voudrait avoir de la musique traditionnelle, ben, les organisateurs ont l'embarras du choix. Alors, c'est sûr qu'on s'entraide l'un l'autre, mais on se nuit aussi dans le sens que s'il y avait des centaines de scènes pour nous accueillir, ça serait merveilleux. Sauf que là, de temps en temps, ben, des festivals, des gros festivals de musique traditionnelle comme Chant de Vielle ou Mémoire et Racines, etc. Eux autres, ils ne peuvent pas engager le radio chaque année, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes. Fait que là, on y va une fois par 4-5 ans. Ouais, puis Alors, les gens veulent la diversité, puis c'est vrai, ouais, parce que cette musique-là oh oui, je comprends ça. Je veux dire, on n'est pas pire, mais il y en a d'autres qui sont très pas pires aussi. Ah ben oui, effectivement. Puis moi je vous le dis, j'ai eu le premier show que j'ai vu vraiment trad live, là, en direct, là. Moi, je l'écoutais quand même un peu, par exemple, mais live, ça a été, comme je vous dis, Alain François. Puis on est arrivé là vraiment là avec des préjugés que c'était pas une soirée que dans notre tête, on avait décidé que ça nous tentait d'écouter ça. Mais on s'est fait ramasser dans le détour parce qu'après ça, on capotait bien raide, là, tu sais. Fait que c'est juste pour dire aux gens, allez-y, osez, allez l'écouter parce que en plus, aujourd'hui, c'est facile, là, c'est accessible, surtout là, en temps de pandémie. Là. Une chose qui me touche au cœur beaucoup, là, quand là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de spectacle, mais ça arrive souvent que le public est très jeune. Tu sais, moi, j'ai déjà vu des salles là, où la moyenne d'âge était en bas de 30 ans. Puis quand on chantait, le monde chante les chansons en même temps que nous autres. Tu sais. Ils n'ont pas 30 ans, puis ils connaissent tous les textes. Ils connaissent les textes de nos chansons par cœur. Alors, c'est quand même c'est touchant, ça. Quand Ben, ça c'est t'arrive. des classiques. Oui, exactement, c'est ça. Les autres, ils ont écouté des vinyles dans la discothèque de leurs parents, ou de leurs grands-parents même, puis ils, ils ont trouvé ça bon. Et la preuve, c'est qu'ils ont pris les chansons par cœur, c'est parce qu'ils ont aimé ça. Là, ils viennent voir le show, ils remplissent la salle. Puis, nous autres, on est des petits vieux à la scène, puis les autres, ils n'ont pas 30 ans, ils ont l'âge. Ils sont plus jeunes que mon fils. J'ai un fils, il a 40, il est rendu à 42. Là. Ben, écoute, on a fait un show, nous autres, une gang à cette île comme ça, c'était bénévole, là, c'était pour un spectacle citoyen. C'était des citoyens pour la ville. Là. On a fait ça dans un petit théâtre, ici. Puis on s'est promené un peu. Puis un de nos numéros, c'était le reel du sirop d'érable. Ah oui. Ouais, ça, c'était un de nos morceaux. Puis je vais te dire, à chaque fois, c'est sûrement, je pense que c'est le morceau qui pognait le plus dans le show complet. Tu sais, on avait toutes sortes d'affaires, ce show-là. Là. On avait du Vigneault, il y avait même une toune de Ginette Renault, il y avait n'importe quoi, mais c'est lui qui rentrait le plus. En tout cas, nous autres, quand on fait des spectacles, c'est sûr que sirop d'érable, c'est le reste du job avec le sirop d'érable en pot pourri. Là, je pense qu'on peut compter sur les doigts des deux mains, je dirais, là, le nombre de shows où on ne les a pas faites, ces tonnes-là. Là. C'est dont Dan Lariden, puis sirop d'érable, les petits latours.
Ah oui, je me souviens, puis en plus, on avait eu, je ne sais pas qui avait pensé à ça, puis ça avait marché au bout. On y allait avec le sirop d'érable, puis après ça, on enchaînait avec une chanson Ninou, puis on finissait avec un Macouchan. Hey, ça a pogné au bout. Écoute, la salle dansait, puis tout, tu sais, j'étais le crime. Ouais, lui qui a pensé à ça, c'était un bon. Mais bon, mais là, l'autre, quand on a fait ça, c'était comme spontané. Quand on a fait notre premier album, on est rentré en studio, puis on savait pas trop ce qu'on ferait, même. Tu sais, on avait déjà notre répertoire de spectacle. On avait peut-être une trentaine de tunes tu sais, qu'on faisait. Puis là, mais il a fallu faire une sélection. Quand on est rentré en studio, puis on dit, ben là, on va en prendre 12. On a essayé d'en prendre 12 pour essayer de varier les instruments, essayer de varier aussi instrumental versus chanson. Et puis aussi, on voulait varier les tonalités, une chanson en ré, en sol, en l'air, avoir un disque qui sonne pas trop monotone. Fait que ça a donné le premier album, ça a donné ça, mais il y a eu, c'est sur un album, il y a eu 3 hits. Fait que c'est bon, ça. C'est bien sur un album, la plupart des gens qui font les albums, il y a un hit, rarement deux. Tu sais. Nous autres, le premier, 3. Fait que, on avait fait ça dans le dash. On avait choisi les bonnes tunes. Puis je pense qu'il faut vous lancer des fleurs aussi pour en revenir au sirop d'érable, parce que oui, c'était bon, c'était un reel qui était inspiré, comme je disais tantôt, mais c'est pas mal vous qui l'avez développé, là, comme on l'entend. En tout cas, moi, comme je l'ai entendu, c'est votre version. Parce que le reel de l'Arrêt du Diable, c'est un reel qui était très connu, joué par quasiment tous les joueurs de violon du Québec. Mais je pense qu'on l'a popularisé beaucoup. Puis je pense que notre intro aussi était accrochante. Là, nous autres, on avait mis le cri du huard, c'est juste en partant. Puis là, avec le violon qui rentre tout croche, tu sais, ça donne une espèce d'air mystérieux. Là. Le monde dit, je me demande qu'est-ce qui va arriver avec ça. Puis là, après ça, la pièce part, puis on enchaîne avec le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est Jean-Pierre Lachance, là, qui est décédé maintenant. Là. C'est lui qui avait composé les paroles de cette chanson-là. Et puis, la musique, ça, c'était ontarien. C'était un violoneux qui s'appelait Alan Ward, dans les années 30, je crois, là, qui avait composé cette air-là. Alors, comme c'était un air sirop d'érable, lui appelait ça Maple Sugar. Ça. Puis, au Québec, le même air, on jouait, puis tout le monde appelait ça le sirop d'érable ou le sucre d'érable. Mais j'entendais plus souvent sirop d'érable que sucre d'érable. Mais ça se rapproche un peu. Là. Je fais bouillir un petit peu plus longtemps, puis ça fait du sucre. J'invite les gens à aller la réécouter. Puis est-ce qu'on peut trouver votre musique sur iTunes, Apple? En fait, en magasin, mettons, en CD ou en vinyle, d'après moi, à moins d'aller dans ce qu'on appelle des magasins usagers, là, des pawn shops, là, ceux qui vendent des affaires de seconde main, là, il y en a plusieurs boutiques. Là. Ça, il y aurait moyen de trouver ça quand quelqu'un qui veut avoir l'objet en main. Sinon, tu peux l'avoir sur Spotify. L'œuvre complète d'un diable est sur Spotify. Ah, ben c'est bien ça. Je vais mettre les liens, les gens. Puis, tu sais, moi, j'ai fait de quoi? J'ai commencé ça au début de la pandémie. Ben, ça fait longtemps, on va dire, au début de la première vague. Là. À chaque semaine, je disais au monde d'encourager un artiste puis d'acheter un album. Fait que j'invite là, pour la semaine du podcast les gens qui écoutent ça. Comment vous Spotify, dites? c'est rien. En fait, je vais parler de Spotify un peu. Ouais. C'est mieux que rien. C'est sûr que c'est pas payant pendant tout, que ça donne 8 dixièmes de scène par écoute. 8 dixièmes de scène. C'est pas énorme. Mais, puis en plus, pour mettre un album sur Spotify, ça coûte 60$ par année. Fait que nous, on a 8 albums, fait que ça coûte 480$ par année pour mettre ça sur Spotify. Fait que là, 480$, il faut qu'il y en ait qui les écoutent pour payer ça. Mais finalement, ça arrive. Moi, On peut pas l'acheter directement pour que tu reçois des sous? Oui, c'est ça. Ça rentre, là, puis ça paye. Ensuite, je me demande, là, je sais pas, je fais peut-être moi, une coupe de 100$ par année avec ça, pas plus. Là, quand je paye tous les frais puis m'occuper de ça, ça me paye peut-être 5$ de l'heure, m'occuper de ça. Là. Mais Ouais, ça, c'est clair. pas payant. Je ne le fais pas pour faire de l'argent, c'est pas payant, pas en tout. Mais au moins, on reste là, on ne sombre pas dans l'oubli total. Il y a moyen d'aller nous écouter au moins grâce à ça. Ben, vous allez perdurer, puis il faut être numérique parce que vous allez vivre, là, même après votre mort, vous allez être encore là. Tu sais. Je pense. Fait que même si le jour où je ne vendrais pas pour 480$ d'écoute, il n'y aurait pas ça, je paierais de ma poche, là, ça ne me dérange pas. Là pour l'instant, je fais un petit peu d'argent, mais juste pour dire que ça paye mon temps, 5$ de l'heure, comme je disais. Mais sinon, je paierais pour, là, je veux dire, comme un service. Là.
Mais à moins que ça change, à moins qu'ils décident de faire une loi et de dire, ben là, 8 dixièmes de scène, c'est pas assez. C'est sûr que quand tu vends, tu as des millions d'écoutes, quand tu t'appelles, je sais pas, moi, Céline Dion je sais pas, ou les Beatles, des millions d'écoutes, c'est très facile à avoir sur Spotify. Nous autres, Ouais. c'est par 800, 1000, 1200. Fait que multiplié par 8 dixièmes de scène, là, ça fait pas beaucoup de pièces. Ça. Puis voyez-vous, voyez-vous un boost, comme justement, durant les temps des fêtes, puis tout ça, c'est là que c'est Oui, plus consommé. oui, exactement. Quand on dit que la musique traditionnelle québécoise, c'est de la musique du temps des fêtes, moi, ça m'insulte, là, parce que pour moi, c'est de la musique de n'importe quand, là, que plus dans le temps des fêtes. Mais dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est de la musique du temps des fêtes. Je remarque en partir de fin novembre, décembre, puis janvier, là, il y a plus d'écoute. Après ça, ça baisse beaucoup. Là. Puis quand tu arrives au printemps, mettons, là, avril, mai, juin, là, c'est vraiment nul, il n'y en a pas. On dirait que les gens, on dirait qu'on y pense pas, même moi, on dirait qu'on y pense pas. On dirait que c'est pas naturel d'y penser en dehors que ce temps-là, puis c'est peut-être, on aurait peut-être une job. Ben là, justement, là, on n'est pas dans le temps des fêtes, puis là, on y pense, on va le faire penser au monde. Ça serait le fun que les gens aient acheté votre album juste Ah, pour voir ce que vous avez fait. exact. Je suis capable de comprendre que les cantiques de Noël, tu écoutes ça dans le temps de Noël. Ben ouais, ça va. Les cantiques de Noël au mois de juillet, c'est un peu ridicule. Mais la musique trad, je sais pas, moi, il me semble que c'est à l'année, ça. Je sais pas, Sais-tu quoi? Je pense que ça nous ferait du bien, là. Irlandais, je suis sûr qu'ils n'écoutent pas de la musique irlandaise rien que dans le temps des fêtes. Là. Nous aussi, on a le temps des fêtes comme nous autres, Ouais, mais c'est vrai. d'après moi, les autres, c'est à l'année. Ah non, puis je Nous pense autres, que ça nous ferait du bien, là, pendant le COVID, là. Ça serait bon, là, tu sais, on est en confinement, c'est plate, on entend rien que les maudites nouvelles à TV, c'est une bonne idée, ça. Là, ceux qui ont des Spotify, ou, tu sais, achetez-le, mais achetez-le, faut les encourager. passe par mois, là, puis t'as un gros paix. Si tu veux l'avoir gratis, tu peux aussi, mais là, quand tu l'as gratis, ils coupent les tonnes des fois, puis d'autres fois, ils te mettent des annonces. Là, pendant une demi-heure, tu as des annonces. Pour 10 piastres par mois, ça fait 120 piastres par année. 120 piastres, t'as quoi? Tu as 6 vinyles. Pas 6 vinyles, je veux dire 6 CD. Fait que, au lieu de t'acheter 6 CD, tu mets 120 piastres sur Spotify, puis ça revient au même. Tu écoutes tout ce que tu veux, quand tu veux. Moi, j'écoute des fois des affaires que je connais pas, puis je vais au hasard là-dessus, puis ça me fait connaître des affaires. Je découvre des chanteurs français que je connaissais pas, même des vieux chanteurs des années 60-70 que je connaissais pas du tout. Je tombe là-dessus, puis, mais des fois, il y a des bonnes affaires. Je regarde en même temps parce que des fois, Spotify, c'est comme là, tu vois, là, je suis sur. Là, j'ai trouvé OK. vos albums, parce qu'il y en a plus qu'un. Mais c'est ça, mais tu sais, je ne sais pas si ça serait plus rentable pour vous autres. Mettons, se mettre en vente sur Apple, sur iTunes. Ça, tu pourrais vendre des albums sur numérique. Aussi sur iTunes, ça marche. Je pense OK. on est sur iTunes aussi. Tous les albums de Radio sont sur iTunes, mais ça, il n'y a plus grand monde qui achète ça. Les gens ils se disent pourquoi payer alors on peut l'avoir quasiment gratuit sur Spotify. iTunes, c'est parce que là, tu le downloads et tu l'as en permanence sur ton disque dur. C'est ça, mais ce qui est le fun, mais moi, j'encourage quand même le monde. Moi, je le fais encore pour une simple et bonne raison, parce que quand que je veux sortir de ma ville qui est cette île, il n'y a plus rien qui capte. Fait que moi, j'appelle, je le sais que ça va être téléchargé sur mon cellulaire. Puis, iTunes, c'est sûr que si ça marchait, ça serait plus payant. Moi. ouais. Mais on dirait que ça marche pas fort. Hein. Ah, c'est parce que moi, je vais essayer de décoller un buzz là, pour que ça fonctionne. J'aimerais ça que les gens embarquent. Aller les encourager. Puis la meilleure façon, je pense, c'est vraiment d'aller leur acheter un album. Moi, en tout cas, je vais le faire. Je vais aller acheter. Et puis ça serait lequel vous conseilleriez aux gens? Quelqu'un qui ne connaît pas, là. Il y a un album à acheter, c'est lequel vous lui Oui, diriez? le dernier. Le dernier? Le dernier, bon. Ouais, le dernier qui est un peu aussi. Il y a quelques tunes qui sont repris là-dedans. C'est un peu vos grands succès, puis Moi, de nouveautés aussi. personnellement, le dernier, ça m'intéresse beaucoup que les gens l'aiment parce que j'ai au moins 4 compositions sur cet album-là. C'est un album qui sonne traditionnel, mais j'ai quand même 3 compositions, paroles et musique. Puis j'ai une composition, c'est seulement les paroles. Mais c'est quand même, il y a Claude Morin qui est avec moi sur cet album-là, qui lui aussi a une composition.
Alors, c'est un album où il y a beaucoup de création. C'est pas juste de l'interprétation ou des arrangements de musique trad, de chansons traditionnelles qui ont été faites dans le passé. Il y a des créations là, au même titre là, que n'importe quel autre chansonnier ou artiste pop. Là. Je veux dire, nous autres, on est capable aussi, même dans le domaine de la musique trad, de, de créer, de composer des airs et de mettre des paroles originales sur les airs qu'on fait. Là. On est capable de faire ça. Ben, le dernier, OK, c'est noté. Moi, j'ai le premier, puis je vais avoir le dernier. C'est lui que je vais aller acheter. Je vais aller l'acheter le dernier. Les autres, moi, je suis sur. En passant, ce qu'on fait va être aussi sur Spotify. Là. Moi, ce que je fais là, ça se retrouve là aussi. Donc, mais Spotify, oui, c'est correct si on a du streaming, mais moi, je dis aux gens, là, surtout là, pendant le COVID, c'est plate chez vous, vous savez plus quoi faire. T'es peut-être confiné aux maisons avec la bonne femme, puis t'es tanné. Tu veux te changer d'idée. Ou elle est tannée, là, ça peut aller dans les deux bords. Cool. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Fait que, non, mais des fois, c'est vrai que ça peut être une soirée le fun. Puis, ça me fait penser, j'ai un souper avec des chums, puis je pense que je vais donner une thématique soirée traditionnelle. Ça serait le fun, me semble. Ça leur ferait découvrir ça, puis je trouve que c'est D'accord. Oui. une bonne idée. Bonne idée. Très bonne idée. Ah ouais. Ah ouais, il fallait, hein. C'était game. Aussi, avec tout ça, toute votre carrière, puis tantôt tu disais, c'était un peu malgré toi, t'as pas vu ça venir, t'as pas vu à quel point c'était important l'œuvre ben, qu'aujourd'hui tu transmets, mais que tu construisais au fil des années. Ce qui t'a amené à être décoré c'est l'Ordre national du Québec. C'est quoi donc la Ah, décoration que vous avez eue? ce qui est arrivé, c'est que le député de Lévis, à l'époque, qui est devenu le maire aujourd'hui, Gilles Lauilly, il est le maire de Lévis. À l'époque, il était député au Parti libéral. Puis lui, c'était un gros fan du Rêve du Diable. Puis à chaque fois qu'il faisait des gros parties de famille, il invitait toujours le Rêve du Diable à venir jouer pour ses parties de famille. Puis quand on faisait des spectacles dans la région, il était tout le temps de la partie. Il était là, toujours bien souvent, là, dans la première table en avant, collé sur la scène. Là. Un gros fan du Rêve du Diable, Gilles. Alors lui, à l'époque, il était député, il avait le droit de choisir un citoyen pour lui faire des honneurs, donner la médaille de l'Assemblée nationale. Alors il m'a choisi, il m'a demandé la permission. Donc, il m'a donné, en tant que citoyen de Lévis, puis fondateur du groupe Le Rêve du Diable, donné pour l'ensemble de ton œuvre, à me donner la médaille de l'Assemblée nationale. Ce que j'ai accepté. Là, vraiment, là, ça m'a fait c'est beaucoup d'honneur pour Ben, moi. qui est une très belle distinction, puis elle est visible aussi, j'encourage les gens, elle est sur le documentaire, Ouais. cette soirée-là. J'ai eu, pas longtemps après, j'ai eu aussi une autre décoration. Celle-là, ça venait de l'Organisation des Fêtes nationales du Québec. Là. J'ai eu le prix, là, je ne me souviens pas exactement le nom du prix, mais en fait, c'est le genre un prix de participation là, euh, de longue date là, aux fêtes nationales du Québec. Parce que le Rêve du Diable, d'autres, je pense, dans les 40 dernières années, on a joué presque à chaque fois là, dans des spectacles officiels pour la fête nationale. C'est arrivé 2 ou 3 fois là, qu'on manque le bateau, là, mais là, comme cette année, ben, on l'a manqué parce que tout le monde l'a manqué. Là. Ouais. C'est arrivé 1 ou 2 avant. Là, à un moment donné, on nous avait oubliés à la fête nationale, mais normalement, on est tout le temps là, sur des grosses scènes, un peu partout en région, à Montréal, à Québec, en Gaspésie. On a fait la fête nationale du Québec, là, vraiment, vraiment de façon fidèle, le 23 et 24 juin. Alors, j'ai eu un prix pour ça aussi. C'était une sculpture de Armand Vaillancourt. Ah, OK. On était 3 à l'avoir en même temps. Il y avait Yves Lambert et André Marchand. Ils ont donné 3 prix conjointement là, pour le prix de la fête nationale. Colin, ben, félicitations, puis c'est bien mérité. Fait que pour les gens qui ne savent pas, c'est ça, c'est que non seulement ben, vous avez construit et vous avez contribué à transmettre le joual, vous avez mis sur la scène la musique traditionnelle, vraiment nos racines à nous autres Québécoises, ce qui a permis sûrement à créer puis à donner l'inspiration à des groupes aujourd'hui comme le Charbonnier de l'Enfer, Alain François. Bon, ben là, il y avait la bottine, vous l'avez dit aussi, André Marchand qui vous a côtoyé durant quelques années. Fait que exactement. Fait que c'est ça, c'est juste moi ce que je voulais faire aujourd'hui aussi avec cette entrevue-là, c'est de faire prendre aussi
prendre conscience aux gens aussi l'importance que tout l'impact que vous avez eu sur la musique québécoise. Et c'est pour ça que je vous en remercie beaucoup au nom de tous les auditeurs qui sont sur le podcast aujourd'hui. Bon, un gros merci. Puis pour mettre ça à jour, là, c'est sûr que le Rêve du Diable, on a vraiment hâte de revenir là, dans le vrai monde, là, lâcher le monde virtuel, puis revenir sur des vraies scènes avec des vrais mondes qui dansent en avant de nous autres, puis Pas des chars, pas des pancartes. puis toute la vraie patente, là, j'ai bien hâte. Là, actuellement, la formation actuelle du Rêve du Diable, là, selon ce que j'ai entendu de plusieurs, la formation actuelle du Rêve du Diable, c'est à peu près celle qui a le plus de punch là, depuis le début. Parce que là, maintenant, on a fait un duo pendant un bon bout de temps, moi et puis Claude Morin. Le Mais Klein, le Klein. Le Klein, exactement, oui. On avait rajouté, après ça, Daniel Lemieux, qui est un violonneux qui est natif, lui, de Mont-Louis, en Gaspésie. Et puis, son fils aussi, Louis-Simon. Alors, quand on est les quatre, là, ça, comme on dit, ça y va au toast. Ça déménage. Simon Lemieux, lui, est beaucoup plus jeune que nous autres. Et puis, il a une fougue là, assez indescriptible. Alors, lui, quand il se met à taper sur sa planche, à jouer du violon, son père qui fait. Qui, comme je dis, qui vient un peu crispé pour essayer d'aller aussi vite que son fils. Puis moi qui tape du pied, qui essaie de suivre là, en course en arrière, là, on déménage. Aviez-vous pas mal de shows prévus quand même avant que ça confine? Là, dans le temps des fêtes, on en avait trois. Là, à l'automne, mais il y en aurait peut-être eu, mais là, tout le monde, personne n'a fait d'approche pour ça. Mais bouquet d'avance, là, on avait quand même trois affaires là, qui s'en venaient en décembre. Quand On même. avait Saint-Fortuna, Trois-Rivières, puis le Québec. Puis aussi, j'avais eu des contacts là, avec des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une série de 4 spectacles là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'était supposé se faire en janvier ou février. Mais là, je n'ai plus entendu parler de rien. Là. Tout est mort. Ouais. En terminant, une dernière question. Ce serait quoi, là, on va dire qu'on a trouvé le vaccin, qu'on est déconfiné. Ce serait quoi le show que vous aimeriez faire, là, votre dernier show, là, votre rêve? Là, qu'est-ce qui vous reste à accomplir sur une scène? Ben là, le spectacle, j'aimerais ça, peut-être. Moi, je ne suis pas tellement amateur des grosses scènes, mais j'aimerais quand même ça, qu'on puisse revenir sur des scènes un peu plus grosses, là, au moins pour des fêtes comme la Saint-Jean, puis, puis dans le temps des fêtes. Là, moi, je sais qu'on a fait un show à Québec avec Québec Redneck Bluegrass Project, là, et puis là, j'ai bien apprécié, moi, l'ambiance. Parce que c'est des publics, c'est fou de même, on ne voit pas ça souvent. Puis ça nous pète, ça nous requinque en masse quand on voit ça. Je me souviens, dans ce show-là, c'était la première fois que ça nous arrivait. Il y avait du body surfing pendant qu'on jouait. Alors, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. J'aimerais ça revivre ça. En tout cas, s'il y a des gens de Redneck, Bluegrass Redneck qui m'écoutent, je veux dire, je sais qu'ils sont intéressants encore à nous autres. Ils ont bien apprécié la prestation qu'on avait faite. Et il y a bien des bonnes chances que ça se renouvelle. Je ne dirais pas ça, que ça recommence le plus vite possible. Ben écoute, moi je vais vous dire, puis ils sont populaires, eux autres, à cette île. Puis avec mon chum Mike, le centre des congrès, ça pourrait être un beau match ça, quand ça déconfine. C'est ça, puis moi, la Côte-Nord, j'adore ça. J'aimerais bien ça de retourner. Moi, je fais de l'ornithologie, puis un des plus beaux spots que j'ai vu dans ma vie pour aller faire de l'ornitho, c'est un petit peu plus loin, là, dans le bout de l'archipel de Mingan. Là, ça, ouais. C'est ma place. Ben, là, quand on était censé faire le podcast, la première semaine qu'on s'est contacté, je m'en allais là. J'étais là. Je vais au camping là l'été. Mes beaux-parents sont là tout l'été, eux autres. Okay. Fait que, effectivement, une méchante belle place à aller. Fait que, écoute, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. C'est sûr que présentement, c'est pas mal mort, mais Mike, mon chum du centre des congrès, c'est un gars de projet. Fait que ce serait le fun d'organiser ça. Vous autres, avec Redneck, ça serait malade. Exact. Oh, ça, c'est sûr que ça marcherait. Ça a déjà marché à Québec. Pas de raison que ça ne marche pas chez vous. Exactement. Fait que c'est une très belle formule. Ben, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Merci. Là, tu viens de vous voyer, hein? Ah, que tu vois, là, là, on a parlé de décoration puis de vos legs. Là, moi, ça redécolle. Je sais que je suis vieux. Je le sais.
Ouais, non, c'était vraiment pour la partie respectueuse et non pour le show. Ben, je te remercie beaucoup. Et je vais terminer ce podcast-là, comme je termine tous mes podcasts, en citant une phrase qu'a dit un jour un grand bûcheron qui bûchait dans le bout de la Blache, c'est à Côte-Nord. Il a dit « À la prochaine fois ». Une autre petite, courte, qui me vient aussi de Gilles Quentin, qui a été une très très bonne source pour moi et pour les chansons. Alors ça s'intitule L'oiseau des bois. Alors, la belle, si tu voulais venir avec moi à l'ombre du feuillage, je te ferai voir l'oiseau des bois, aussi l'oiseau du monde. Je te ferai voir l'oiseau du désert en s'envirant les deux ailes à l'envers. Je te ferai voir l'oiseau du désert en s'envirant les deux ailes à l'envers. Quand la belle a vu cet oiseau, la belle se mit à rire. Prêtez-moi-les, que je le mette en cage. Prêtez-moi-les, je vous en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Prêtez-moi-les, je vous en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Au bout de 8 à 9 mois tout au plus, l'oiseau sortit la cage. La cage s'ouvrit, l'oiseau s'enfuit. Grand Dieu, quel dommage! La belle s'écrie à haute voix, voilà l'oiseau que j'ai pris autrefois. La belle s'écrie à haute voix, voilà l'oiseau que j'ai pris autrefois. Excusez-moi.